Bonsoir à tous. Entre les colonisés, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Il est là, toujours là, même absent, jusque dans les conciliabules les plus secrets. Lorsque le noir déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre et installe en lui comme une broyeuse l'appareil à penser de l'ennemi. Je viens de citer Jean-Paul Sartre dans sa préface Orphée noir, préface qui pose un dilemme au sein de notre école. Voici une histoire, une culture, une langue qui nous suivent comme une ombre. Héritage colonial qui a bravé nos indépendances, mais héritage contesté aujourd'hui. Faut-il s'en départir ou bien l'apprivoiser? École sénégalaise, faut-il enterrer Jules Ferry, le thème 5 de Belle 5 avec un Mr Blue qui devient aujourd'hui Mr Éducation. Hassan Bou, bonsoir, un plaisir de vous recevoir et bienvenue dans cette émission. Alors, bonsoir Pape et encore merci de nous recevoir dans ce 5 belles lignes. Et c'est avec un plaisir que je réponds à votre invitation. Vous êtes auteur, enseignant-chercheur, expert en communication, management et spécialiste des technologies de transmission. Il faut le mentionner en majuscule. Vous avez fondé Téléécole 8, qui est la première télévision éducative en Afrique de l'Ouest. Vous venez de publier surtout ce nouvel ouvrage, La tolérance questionnée, spiritualité, philosophie, science, avec des traits d'union, préface le professeur Souleymane Bachir Diagne, auteur, Hassan Boub, un duo qui promet, mais il y a une question qui coule de source et c'est cette question qui va démarrer cette émission. Hassan Boub, quel est le secret d'être tout le temps un soldat en bleu pour l'éducation? Alors, un soldat pour l'éducation, en bleu, on va dire entre parenthèses, mais pour l'éducation parce que simplement, je pense que si l'éducation est comprise dans son approche de régulateur de la vie pour l'équilibre de l'humain, eh bien, ça veut dire que tout être humain devrait s'investir dans cette éducation pour rester humain. Et sans quoi, eh bien, nous serions bien des humains, mais avec des tâches qui ne devraient pas être. Alors, l'essence de l'être humain, ce serait donc comment faire pour que l'équilibre dans le sens de la valeur de l'être humain soit revendiqué par la conduite. Et cela ne peut se faire que si et seulement si la base qui la soutient est l'éducation. Merci beaucoup pour cet engagement, merci beaucoup pour ce noble combat. Parlons de l'éducation, mais surtout de l'école. On parle de l'école sénégalaise. Ce trait d'union-là, est-ce un paradoxe, un oxymore ou on n'a pas encore d'école sénégalaise? Alors ça, c'est une question pas piège, mais c'est une question très audacieuse. Je pense qu'il faut être courageux. Je pense qu'il faut être très courageux, mais face to face pour répondre à ce genre de questions, avec honnêteté, avec sincérité. L'école, si l'on réfléchit école et non pas avec le qualificatif, eh bien l'école, c'est défini. Et si l'on réfléchit école avec une indéfinition, c'est-à-dire une école, eh bien elle prend des marques. Alors l'école en tant que définition, eh bien elle devrait être sénégalaise si on était courageux et si on en avait les moyens. Pour le moment, je pense qu'elle n'est pas totalement sénégalaise parce que l'école a une histoire. De quelle école parlons-nous? Et c'est la question que je vous pose. Merci beaucoup pour cette question. Alors, de quelle école parlons-nous? Je pense que ce serait bien qu'on fasse un peu une étude analytique dans une approche scientifique. C'est-à-dire de se dire, aujourd'hui, tantôt, vous avez parlé de Jules Ferry. Oui. Faut-il enterrer Jules Ferry? Et je pense qu'il faudrait bien remonter beaucoup plus loin. Ouais. Quand on parle de Jules Ferry, je pense qu'il faut raisonner en termes de révolution de la ligne éditoriale de l'école pour la République française. Alors, mais pour la France, il parle d'école, la France, les Français parlent d'école en faisant allusion à Charlemagne. Alors, c'est presque un millénaire entre Charlemagne et Jules Ferry. Charlemagne avait institué une école conventionnelle, confessionnelle, élitiste. C'est-à-dire, comment faire en sorte que des gens issus de familles aisées puissent être encadrés dans un cadre élitiste qui s'appelle école avec l'encadrement et le suivi des prêtres qui étaient donc confessionnels. Cela veut dire quoi? L'école n'était pas démocratisée. Alors, Jules Ferry, son objectif, c'était comment faire pour rendre l'école laïque, publique et démocratisée, sans pour autant qu'il y ait une approche élitiste, encore qu'il s'agissait de la France.
Mais notre école, c'est celle que nous avions héritée à l'époque, c'est-à-dire l'époque coloniale. Et ça pose un autre débat. Pourquoi nous avons hérité cette école coloniale-là sans pourtant la dompter, la tropicaliser? Pourquoi? C'est parce qu'on a trouvé des valeurs sûres qu'on veut inculquer à notre nation, ou bien on n'avait pas le pouvoir de changer cela? Alors ça pose la vraie problématique du qualificatif même de la mission de l'école. Alors l'école, pour Jules Ferry était ministre de l'instruction publique, pas de l'éducation. Vous comprenez? Donc sa priorité, c'était comment faire pour que tout Français puisse lire et écrire. C'était ça son objectif. Dans l'approche coloniale, l'école que nous avons héritée, nous, Africains, c'était plutôt l'école de Charlemagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Charlemagne avait une école élitiste. Nous, l'époque coloniale, nous avons hérité d'une école qui s'appelait à l'époque, les gens n'osent pas en parler, ça s'appelait l'école des otages. L'école des otages, et qui, bien après, a été changée par Faidherbe pour arrondir les angles, et il en a fait l'école des fils de chefs, avec des objectifs précis. Alors, quels étaient ces objectifs-là? Et pour le comprendre, il faut lire Georges Hardy. Georges Hardy va te dire qu'en fait, l'objectif de l'école, c'est d'assurer une continuité de la prééminence coloniale et mettre un impact sur le moral de l'humain, donc de l'Africain, pour qu'il nous serve de continuité et donc de serveur. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la thèse de Georges Hardy, intitulée « Pour une conquête morale », il explique que le seul moyen avec lequel il serait possible d'assurer la continuité de la domination coloniale française, eh bien, ce serait l'école. Parce que l'approche contestataire qui avait fait face à la colonisation avait fait en sorte que l'agressivité par les armes ne pouvait plus donner des résultats. Et pour Georges Hardy, l'école devait servir de socle, de tremplin pour la continuité coloniale. Donc, de quelle école parlons-nous? De quelle école parlons-nous? Autrement dit, les Français et les Occidentaux, remplacé la puissance dure, parce on est dans une époque des indépendances, par la puissance douce qu'est l'école, parce qu'il y a une interrogation qui s'y est dans l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane, par exemple. Est-ce que ce que l'on perd vaut mieux que ce que l'on gagne? Comment se situons-nous? Alors, après, on n'est pas là pour dire que l'école est mauvaise. Nous sommes sortis de l'école, Oui. d'accord? Mais il faut rester dans une approche intelligente, donc indépendante. L'indépendance, de quoi s'agit-il? L'indépendance par la souveraineté territoriale, pour moi, c'est l'indépendance la plus vulgaire. Donc, bas de l'échelle. L'indépendance de l'âme, du cœur et de l'intellect, ça, c'est l'indépendance responsable. Alors, sommes-nous en train de vivre l'indépendance responsable? Si oui, l'école de Jules Ferry ne devrait pas avoir sa place. Sinon, eh bien, nous devons assumer notre, on va dire, irresponsabilité. C'est important dans votre ouvrage. À la page 65, vous écrivez « En vérité, virgule, l'école n'a pas pour vocation d'imposer une ou des cultures. Ce n'est ni son rôle, ni sa mission. Elle a la lourde charge, dans l'harmonie, de façonner un être éduqué, instruit, de manière à lui inculquer des valeurs qui ne seraient pas en contradiction avec les normes sociales et lois réglementaires. Il n'est pas demandé à l'école de créer une nouvelle société. » Est-ce que l'école de Jules Ferry ou de Charlemagne a-t-elle créé une nouvelle société qui est différente de la nôtre? Alors, l'école de Jules Ferry était une école d'homologation. C'est-à-dire une école qui faisait un alignement de conduite et de culture. Et c'est pourquoi ils ont parlé d'école laïque. Laïque, c'était pas... En fait, aujourd'hui, comprendre la laïcité, c'est pas dans une approche de religion, de foi, non. À l'époque, c'était simplement dire que tout le monde avait droit à l'accès à l'école. Maintenant, l'homologation, c'est la culture de l'école qu'on voulait imposer et instaurer. Alors, c'est là ma thèse dans cet ouvrage-là, en disant qu'il n'y a pas de culture d'école. Parce que la culture, quand vous voyez que vous êtes dans une entreprise, on vous parle de la culture de l'entreprise. Cette culture de l'entreprise est un code de vie,
une normalisation des approches de conduite qui ont été définies à l'avance et imposées à l'employé. Mais il n'est pas forcément dit que l'employé croit en cette culture. Mais c'est parce qu'il y a des intérêts qui se posent, qui font que cet employé n'a pas d'autre solution. Oui. Et donc, il épouse la culture de l'entreprise. Ce n'est pas forcément sa culture. Donc, la culture de l'école n'existe pas. Quand on est dans un environnement où il y a des gens qui sont issus de sommités, de cultures, de sociétés, de races, d'ethnies différentes, et vous voudriez que ces personnes-là se retrouvent autour d'une seule culture, mais vous vous trompez. Alors, c'est quoi la logique? C'est de dire, l'école, c'est comment faire pour que toutes les cultures vivent ensemble eh bien, dans l'équilibre. Et ça, une école coloniale, une école imposable, une école d'homologation ne peut pas le faire. Il faut une école de respect. Et c'est pourquoi je pose la problématique du respect en tant que valeur d'abord à l'école. C'est important, je parlais de cette expression nouvelle société, parce qu'on est dans un pays, dans une république, avec deux sociétés parallèles différentes. Ceux et celles qui ont fait l'école sénégalaise s'affrontent parfois et même inconsciemment contre ceux et celles qui ont fait l'école coranique ou les daras. Avons-nous deux sociétés différentes dans une même république? Oui, mais c'est pourquoi je pose la problématique de l'école. De quelle école parlons-nous? Mais je donne un exemple très simple. Mon premier ouvrage, je l'ai écrit en Wolof. D'accord? J'étais élève. Personne n'a voulu éditer. Alors, le même ouvrage, je l'ai écrit en anglais. Ça n'intéressait pas les gens parce qu'on parlait français. Et donc, je devais retraduire cet ouvrage de l'anglais vers le français pour avoir un éditeur. Et à partir de ce moment, je suis considéré écrivain. Vous voyez? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons dans un monde complexe, de codes imposés par des logiques coloniales que nous avons vécues, que nous avons empruntées, mais que nous avons acceptées. Aujourd'hui, quand on vous dit qui est écrivain, Oui. c'est celui qui a écrit en français, ici au Sénégal en tout cas. Okay? Celui qui a écrit en Wolof ou en arabe, issu des Arabes, alors que peut-être même il a écrit dans des approches beaucoup plus profondes que celui-là qui vient juste d'écrire ses 100 et quelques pages en français et qui se considère comme étant un écrivain. Alors, moi, je pense qu'il est temps, si nous voulons faire ce que Jules Ferry avait fait en combattant la logique de Charlemagne avec beaucoup de courage, si nous voulons le faire, il nous faut du courage. Il nous faut beaucoup de courage pour faire face à cette colonisation de l'esprit qui impose à l'humain africain, entre guillemets, une certaine logique de compréhension de l'école. Alors, en ce moment-là, nous sommes responsables. Est-ce que parler la langue française fait partie de ces complexes? Ou bien c'est juste un outil linguistique, autrement dit, un moyen de communication? Parce qu'il y a le procès de la langue française et de ceux et celles qui parlent cette langue-là. Est-ce que c'est un procès normal, normatif, ou bien on doit avoir et même apprendre, respecter, maîtriser la langue de l'autre pour pouvoir communiquer? C'est vrai que nous vivons dans un monde globalisé. Nous sommes tous d'accord. La logique, on va dire, de cloisonnement linguistique n'existe plus. Nous sommes tous d'accord. Mais aujourd'hui, la problématique de la langue est directement liée ou reliée à la culture. Qui maîtrise sa langue, maîtrise sa culture. Qui maîtrise la langue d'autrui, maîtrise la culture d'autrui. Et ça, c'est la réalité. La preuve aujourd'hui, écoutez, Georges Hardy dit dans sa thèse qu'en fait, lorsqu'il faille donner des exemples aux élèves, faites en sorte que les exemples les plus rayonnants reflètent la France. D'accord? Alors, si vous allez dans les archives de l'école des fils de chefs, vous trouverez des sujets de rédaction. Et parmi ces sujets, il y en a un qui était intitulé ainsi. Que savez-vous de Cheikh Ahmadou Bamba? Alors, les meilleures notes sont celles-là dont les auteurs ont dit les choses les plus négatives sur Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que c'était l'orientation coloniale. Donc, de la même manière, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas la possibilité de comprendre le monde à travers votre langue, eh bien, vous comprendrez le monde à travers la langue d'autrui et donc la culture d'autrui. Donc, la question de la langue, elle n'est pas forcément française.
elle n'est pas forcément arabe ou chinoise. Elle est juste culturelle. Hmm. Et donc, avec un processus, un besoin de développement. Alors, aujourd'hui, vous allez, je donne un autre exemple. Hmm. Au Sénégal, nous avons toujours cette déformation de la colonisation mentale linguistique. Oui. Quand quelqu'un arrive au Sénégal et qui nous parle un très bon arabe, on dit tout de suite qu'il est oustas. Alors que la langue qu'il parle, eh bien, elle a la même valeur que le wolof, le français. Et même plus complète. Ouais. Oui, d'accord. Alors donc, aujourd'hui, ça pose la question de l'instruction et de l'éducation. Hmm. Donc, de quelle école parlons-nous? Nous parlons de l'école de l'éducation. Nous avons un ministre de l'Éducation nationale. À qui, alors ce ministre de l'Éducation nationale, alors regarde, écoutez bien. Hmm. Le ministre de l'Éducation nationale est en principe délégataire de pouvoir d'éducation sociale. Et le pouvoir n'est pas institutionnel. Le pouvoir est régalien en relation avec la famille, la société et donc l'être humain. La centralité de l'être humain justifie et définit l'orientation politique de l'éducation nationale, en principe. Donc, alors, l'erreur que nous faisons au Sénégal, en Afrique, c'est de penser que c'est l'éducation dans sa vocation institutionnelle étatique qui pilote et oriente l'éducation dans sa vocation humaine. L'éducation commence d'abord dans la famille, à la maison. Et donc, le ministre, le gouvernement sont tous délégataires de pouvoir. Et donc, font dans une approche de compléter, donc de complément d'un processus qui démarre quelque part. Donc, la famille. Et donc, l'erreur, c'est de penser que si la personne ne fréquente pas l'école, elle n'est pas éduquée. Oui. Ce qui ne veut pas dire que nous encourageons les gens à ne pas fréquenter l'école. Il faut juste respecter les êtres humains. Mais parce qu'on les taxe de tout analphabète, par exemple. Mais analphabète en quoi? Je vais vous donner un exemple. Allez-y. On va dire de soufisme. Vous prenez Imam al-Ghazali. C'est un soufi philosophe, scientifique, qui à l'époque avait été taxé, on va dire, de réformiste. Alors, il expliquait la thèse du développement et de la pauvreté. Il dit ce que les gens appellent pauvreté ou développement est totalement relatif. Parce qu'en fait, la pauvreté comme le développement devrait se justifier en relation avec le niveau de satisfaction de ce que la personne considère comme étant son véritable besoin. Donc, si mon besoin, à moi, est de vivre juste en paix, je suis riche lorsque mon besoin est satisfait. Et si mon besoin est juste le fait de vivre ma foi, je suis pauvre lorsque je perds ma foi. Alors donc, il ne faudrait pas imposer à l'être humain un besoin. Un besoin est tacite, c'est un incontournable, c'est ce qu'on appelle le ce sans quoi, c'est-à-dire l'existence de la chose sans laquelle l'épanouissement ne pourrait se vivre. Donc, la problématique même de qui est illettré, qui est, analphabète, oui. analphabète est une logique, on va dire, dépassée. La preuve aujourd'hui, le développement technologique s'est infiltré dans le système de telle sorte que maintenant, on dit que tel et tel autre est analphabète parce que simplement, il ne sait pas utiliser la technologie. Donc, qui est analphabète de quoi? C'est important. C'est important. La langue peut être un atout. Mais c'est quoi alors le problème pour l'école? C'est le programme? Pour l'école, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que nous devons être révolutionnaires dans nos contenus. Imaginez-vous, peut-être moi, mon père, il a étudié avec les mêmes ouvrages avec lesquels j'ai étudié, les mêmes avec lesquels mes enfants sont en train d'étudier, et les mêmes peut-être avec lesquels mes petits-enfants vont étudier. La même approche, les mêmes livres, les mêmes dispositions, les mêmes récitations, la même combinaison de contenu. Mais alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce à dire que nous n'avons plus d'auteurs? Est-ce à dire que nous n'avons plus de penseurs? Est-ce à dire que nous ne sommes pas à même de réfléchir par nous-mêmes pour faire avancer la pédagogie? Je pense qu'il faut du courage. C'est cela la réalité. Il faut du courage pour affronter la réalité et de se dire, nous avons hérité d'une école. C'est vrai,
ça ne se fait pas du tout au tac, d'accord? Ça ne fait pas entre ouvrir une page et passer à l'autre, d'accord? Parce qu'entre Jules Ferry et Charlemagne, je vous ai dit, c'est presque un millénaire. Mais il faut oser. Et là, nous sommes, on va dire, positifs, en voyant optimistes, parce qu'on voit que l'État commence à aller dans ce sens-là, en prenant des initiatives osées. Mais je pense qu'il faut que cela aille beaucoup plus loin dans le mental même de l'être humain, qu'il soit décomplexé au point de ne plus penser que sans cet outil-là, eh bien, sa vie est sacrifiée. Autrement dit, remplacé par les héros-là, nous qui pensions qu'ils étaient des héros, mais avant de découvrir plus tard leur vie, remplacer ces héros occidentaux-là par nos héros et héroïnes, par exemple. On parle un peu d'un ouvrage qui vient d'être inscrit dans notre programme scolaire, c'est Kun Kantiman de Serigne Touba. C'est ça, c'est le tracé, c'est la voie du courage, le courage que vous énumérez tout à l'heure. Oui, mais tous les pays qui se sont rattrapés dans le processus de développement ont mis en valeur leur propre culture, leurs propres héros, leur propre langue. Prenez la Chine. Vous voyez par exemple comment Confucius aujourd'hui en Chine était, en tout cas il y a des années derrière, considéré comme étant le père fondateur de la pensée critique chinoise. Allez en Chine, mais demandez-leur s'ils sont obligés de parler français ou anglais. Ils vous diront, mais on ne sait même pas de quoi vous parlez. Alors donc, ils se disent, dès l'instant que ce que nous faisons est bon, dès l'instant que nous croyons en nous-mêmes, et les gens se débrouilleront pour comprendre notre langue. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors donc, qu'est-ce qui nous empêche, nous, ici au Sénégal, mais de nous enraciner sur ce que nous avons de tellement bon et que tout le monde aurait envie d'avoir? La question, c'est est-ce que nous sommes assez courageux pour dire, OK, stop maintenant par rapport à ce que nous avons toujours appris, par rapport à la pédagogie que nous avons toujours héritée, par rapport aux ouvrages qui nous ont été légués et pour lesquels nous avons obligation de suivre à l'aveuglette? Je pense que non. Je pense qu'on devrait se dire, le monde avance, le changement s'impose, nos penseurs sont efficaces, ils sont dotés du même niveau d'intellect que les ailleurs et qu'ils ont la possibilité de porter le développement à travers des idées novatrices, mais qui respectent notre culture. Je pense qu'il faut être audacieux. Il faut marquer la révolution pédagogique. Et c'est une grande révolution, celle-là. Oui, la révolution pédagogique impose une prise en conscience, une prise de conscience, un état de conscience et un être de conscience. L'état de conscience est furtif. Parce que simplement, il est souvent boosté, motivé par un impératif ou une situation donnée. L'être de conscience fait appel à l'existence de par la purification de l'intérieur et de l'existence de par la création ultime, c'est-à-dire divine. Donc, l'être de conscience, c'est de considérer chaque être humain, comme dit Cheikh Ahmadou Bamba dans Nahj Qada il-Haj, Warahi fi kulli khalqin haqqa man khalaqa. Essaye de voir en chaque être humain, détecte en chaque être humain la lumière céleste qui aura constitué la base de sa création, donc Dieu. Et à ce titre-là, accorde-lui respect. Et si nous sommes conscients que chaque être humain est porteur de cette lumière divine céleste, et que nous sommes conscients que nous ne sommes pas des êtres inférieurs, que nous ne sommes pas des êtres suiveurs par rapport à la colonisation, et que simplement nous sommes des êtres humains, eh bien nous sommes capables de conduire notre développement à travers une école qui devient l'école sénégalaise, avec la culture sénégalaise, tout en restant globalisé, donc open, ouvert au monde entier. Est-ce que ce courage-là doit nous amener à dire nous allons apprendre avec la langue Wolof, que la langue étrangère serait la langue française? Il faut aller jusque-là. Je pense que ce n'est pas encore le moment. C'est tout. C'est pas encore le moment parce que simplement nous avons un outil qui jusque-là reste un outil hérité. Nous n'avons pas créé notre école. Donc nous tendons vers cette école-là qui devrait être l'école sénégalaise, avec la langue, on va dire les langues nationales, comme partie prenante du dispositif d'apprentissage. Ce processus-là sera long. Mais il faut qu'on y aille et donc il faut qu'on essaye d'y aller step by step, en se disant qu'il faut qu'on mette en synergie toutes les parties prenantes. Et les parties prenantes, ce n'est pas simplement
ceux-là qui ont été à l'école normale et qui sont sortis et à qui on donne la mission de transmettre une information éducative. Mais c'est l'ensemble des parties prenantes qui constituent la sphère éducative. À partir de ce moment, la pédagogie suivra. Vous écrivez dans cet ouvrage, La tolérance questionnée, que l'école est un champ de conflit. Oui. Champ de conflit entre les autorités locales et les institutions internationales. Oui. Dernier exemple, Trump arrive au pouvoir, suspend l'agence USAID, qui a un budget conséquent dans notre système éducatif. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour être autonome, pour être souverain, pour avoir ce courage-là, il faut les moyens. Oui. Alors, est-ce que l'argent est le nerf de la guerre? Ça, c'est aussi une grande Parce que question. quand USAID on a gelé ses activités, ça s'est ressenti. Il y a des sorties pour dire que ça commence, voilà. Donc, pour moi, c'est un point d'alerte. Pour moi, c'est un point d'alerte, mais pour moi, c'est aussi un point de réflexion sur ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté, vous savez, la souveraineté financière, c'est le dernier maillon de la chaîne. La souveraineté alimentaire, c'est le middle maillon de la chaîne. La souveraineté intellectuelle, c'est la vraie souveraineté. C'est celle-là qui pousse l'être humain à comprendre ce qu'il attend, ce qu'il a comme devoir et ce qu'il a comme véritable besoin. Si nous voulons vivre au-delà de nos véritables besoins, si nous voulons importer des besoins qui nous sont présentés comme étant nos véritables besoins sans en être, eh bien, à partir de ce moment-là, nous serons obligés de suivre la logique de celui-là qui donne les sous. Alors, maintenant, si nous allons dans l'identification de nos véritables besoins, à partir de ce moment-là, nous allons faire une approche de concordance ratio, besoin, produit, charge. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on n'aura pas besoin de toujours subir le dictat du bailleur. Vous savez, le dictat du bailleur existe partout. Ça, c'est en mode macro quand on parle de nation. Mais même quand on parle d'ONG, d'association, c'est en mode micro. Si le bailleur vous ordonne une approche, même dans l'évaluation, le contrôle-évaluation du projet, c'est en relation avec ce que le bailleur aura défini par avance en relation avec l'utilisation de ces fonds. Donc, est-ce qu'il faut créer une association humanitaire dans l'objectif d'attendre les orientations d'un bailleur avec ses fonds, ou est-ce qu'il faut créer une association d'aide humanitaire dans l'objectif simplement d'aider? C'est la véritable question qui se pose. Si on transpose cette question à niveau macro, donc État, notre éducation, nous devons la prendre en charge. Ils ont toujours ce regard-là dans nos programmes. Oui, mais je vous dis, nous avons... Mais est-ce que vous savez que pendant que Jules Ferry procédait par révolution du style de l'école française, nous étions en pleine colonisation. Oui. Ça veut dire qu'on aurait pu suivre cette logique-là. Mais non, ils nous ont orientés vers la logique millénaire ante-Jules Ferry, 1000 ans avant, avec Charlemagne, pour rester dans une école élitiste conventionnée et puis encadrée qu'on appelle l'école des otages. Et c'est bien après, parce qu'il y a eu révolution et l'indépendance, qu'ils ont commencé à intégrer ce que Georges Hardy appelle dans son ouvrage notre petit noir. Donc, notre petit noir, nous, nos parents, qu'ils ont commencé à les intégrer dans le dispositif d'enseignement. Et ils ont dit, soyons vigilants. Faisons en sorte qu'ils apprennent le strict minimum nécessaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais vraiment, nous devrions prendre conscience de l'objectif primordial de l'école et de comprendre ce que maintenant nous voulons de notre propre école. L'école qu'on nous a servi à l'époque était une sphère de continuité de l'approche coloniale déguisée. Mais parce que l'être humain est doté d'intellect, il a tellement avancé dans la compréhension, Senghor, Blaise Diagne, Cheikh Anta, etc., qu'ils ont détourné le processus de base enclenché par le colonisateur de manière à ce qu'il fasse face à l'ennemi intellectuellement parlant. Maintenant, si nous pensons que cette école-là, qui constitue un grenier
d'éducation, un engrenage d'éducation dans notre processus de développement était fait pour nous rendre service, eh bien, nous nous trompons. Maintenant, que devons-nous faire de notre école? C'est ça la question. Il y a cette révolution-là qui devrait venir par le haut. Mais il y a une révolution qui vient par le bas. Ces révolutions-là, ce sont des obstacles, que je peux appeler des obstacles. Ce sont les daras, ce sont les daïras, ce sont des rassemblements qui sont dans les écoles ou même dans les universités. Il y a ceux qui disent, comme l'école est laïque, il ne devrait pas y avoir ces sortes de rassemblements-là qui sont des rassemblements qui riment à contre-courant contre l'école de Jules Ferry Charlemagne. Il y a d'autres qui disent, attention, c'est le signal, ils donnent l'alerte pour dire que on peut s'ouvrir, mais d'abord s'enraciner. Quelle est votre lecture sur ce duel-là ou duo entre ces obstacles locaux endogènes et l'institutionnalisation d'un programme scolaire qu'on n'a pas peut-être même défini soi-même? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette question a toujours été posée. Elle n'est pas nouvelle. Parce que Faidherbe l'a posée, Georges Hardy l'a posée. Lorsqu'il était décidé de faire une campagne de recrutement, c'est comme ça que je peux l'appeler, des fils de chefs. Alors, la plupart de ces fils de chefs avaient été, on va dire, côtoyés par d'autres fils de chefs traditionnels qui sont issus des daras. Et donc, Georges Hardy avait alerté en disant, faites attention, il ne faudrait pas que ces gens récalcitrants, entre guillemets, parce que simplement ils épousaient une autre culture islamique, eh bien, entrent dans notre école des otages pour la transformer. Donc, c'est une question qui a toujours été posée. Alors aujourd'hui, la véritable question, est-ce qu'il y a un faiseur de loi en matière d'école? C'est ça la véritable question. Le ministère, non? Mais justement, si c'est le ministère, eh bien, ça veut dire que le ministère a hérité l'école de Georges Hardy. C'est une école imposable en loi. Alors, le ministère ne fait pas de loi. Le ministère de l'Éducation nationale est encore une fois porteur de mission d'éducation qui est une mission beaucoup plus globale. La loi, de manière générale, c'est quelque chose que je traite dans cet ouvrage-là. La loi, quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », c'est une assertion qui n'est pas foncièrement vraie dans les cœurs. Oui. C'est une assertion qui est vraie sur les textes et Oui. dans les textes. Oui. Parce que simplement, la personne peut, parce que simplement il aura été mis comment on dit, au défi, et à la logique de respect de la loi, de se dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais la profondeur de la mission, c'est de faire en sorte que les cœurs comprennent la loi. Parce que lorsque le cœur ne comprend pas et n'accepte pas la loi, eh bien, les membres pourraient se justifier ou agir en relation avec la loi et demain se contredire parce que simplement, ils n'y croient pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, la question de l'école en relation avec toute cette crainte d'infiltration, de croyances, etc., pour moi, c'est l'approche globale de la culture de l'école. L'école, disait Faidherbe, n'est pas cette banale officine où l'on enseigne le b.a.-ba. Pour lui, c'était essentiellement un outil de continuité de la colonisation. Alors, est-ce que nous croyons à cette école-là? Je ne pense pas. Alors, pour nous, notre école devrait être simplement un ensemble d'engrenages culturels, socioculturels, qu'il faudrait mettre en harmonie par le respect des croyances et des cultures des uns et des autres, dans l'objectif de transmettre des savoirs et des savoir-faire. Après, maintenant, qui fait quoi dans son cœur, cela ne devrait en aucune manière concerner une loi, une corporation. Mais parce que vous parlez un peu de respect des croyances. Il y a eu le problème du voile qui s'est posé, reposé, et qu'on n'a pas encore élucidé, et qu'on ne traite pas encore. On est en train de déplacer toujours le problème, mais on ne le traite pas encore sous le voile du vivre ensemble. Que devrions-nous faire? Alors, moi, je pense qu'on est toujours dans l'école de Jules Ferry. Il faut l'enterrer, cette école. Alors, pour moi, on n'est pas dans une école où la norme est du top to bottom, ou du genre, nous vous disons ce que vous devez faire pour fréquenter l'école. Si nous restons dans la logique du respect des normes de conduite, nous sommes tout à fait d'accord. La conduite du respect.
la conduite du respect de l'autre, Mhm. la conduite du bon voisinage, la conduite de la lutte contre tout ce qui est agressivité. Mhm. Ça, si c'est des lois du cœur. Mais des lois qui imposent un style vestimentaire contrairement différent de la logique culturelle de l'apprenant, eh bien, ça, c'est pas l'école. Et justement, c'est ramer à contre-courant de l'objectif de l'école. Parce que l'école, c'est pas pour créer une frustration culturelle. Mhm. En principe, l'école, c'est pour la transmission de savoir et de savoir-faire pour le bien-être de l'humain. Donc, alors, c'est quoi le point final? C'est pas forcément l'instruction, c'est le bien-être. L'instruction, c'est un outil. Et c'est pourquoi les gens ont su que l'instruction ne suffisait pas, qu'ils ont migré du ministère de l'instruction publique au ministère de l'éducation nationale. Mhm. Parce qu'il s'agit plus d'une question d'éducation. Donc, la mise en synergie et en cohérence des cultures, des savoirs et des savoir-faire pour créer ou mettre en place un dispositif sociétal équilibré. Et ça ne peut se faire que par le respect des cultures et des croyances des uns et des autres. La tolérance, c'est ça. La Tolérer. tolérance, Tolérer. tolérer. Maintenant, est-ce que c'est tolérer dans tolérare ou est-ce que c'est tolérer dans l'acceptation simplement ou la résignation? Si tolérance, actuellement orientée vers l'acceptation par résignation, il ne s'agit plus de tolérance. Ça veut dire que c'est un cas de force majeure d'impossibilité. Nous tolérons l'autre, mais parce que nous ne pouvons rien faire. Le cœur ne le tolère pas. Nous ne sommes pas dans la tolérance. La tolérance a des normes et des articles attributaires qui constituent les arcanes qui font d'elle une structure d'équilibre social. Et le premier de ces éléments-là, c'est le respect. Je tolère, non pas parce que je n'y peux rien, je tolère parce que c'est son droit culturel. Mhm. Donc, est-ce que je tolère parce que simplement je lui donne la possibilité d'agir parce que moi j'ai toléré? Non, vous avez le même niveau de possibilités. L'équité, l'égalité, mais c'est quelque chose que nous avons hérité de notre essence divine et non pas de la localisation ou de la de l'homologation coloniale, structurelle, scolaire. Non, rien à voir avec ça. Alors, ça pose la centralité de l'humain dans le dispositif d'apprentissage et de transmission de savoir et de savoir-faire. C'est important. Parlons maintenant des sciences et technologies. C'est important. Qui devaient être des espaces pour mieux faire une école sénégalaise et enterrer celle de Jules Ferry. Mais d'abord, science comme scientifique. On dit toujours au Sénégal, on forme beaucoup de littéraires, mais pas de scientifiques. Avant d'entrer dans les sciences et technologies, ce débat-là, est-ce qu'il est cohérent? Alors, ce débat, par moment, il est cohérent, par moment, il n'est pas bien compris. Parce que la littérature peut bien entrer dans le cadre de la science. Ça, il faut bien le comprendre déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle science ici au Sénégal? Dans la formation, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants peuvent sortir avec des diplômes en bonne et due forme, reconnus par l'État, avec toutes les mentions légales, mais sans que cette personne ne soit apte. Alors que dans la technologie et la science, ce qu'on cherche, c'est l'aptitude. Mhm. Ce n'est pas la connaissance, c'est l'aptitude. Alors le système que nous avons hérité était un système de connaissance simplement. Alors que nous avons besoin d'un système de connaissance qui a sa base fondée sur l'aptitude. Donc les sciences et technologies ne sont plus un luxe. C'est une normalité de développement, les sciences et les technologies. C'est une normalité. C'est une normalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus former les jeunes sans... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous ne pouvons plus former les jeunes à l'école sans pour autant leur donner des outils technologiques et scientifiques. C'est impossible. Quelle que soit leur série, je pense que nous devrions repenser le système d'enseignement pour que nos élèves, nos étudiants soient outillés technologiquement parlant et scientifiquement parlant pour être aptes demain. Et cela pose une grande question. Et je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur que j'ai vu en train de faire les assises, je pense, pour revoir un peu le système. Parce que nous avons une pléthore d'écoles de formation. Oui. Mais est-ce que nous faisons sortir des personnes aptes?
C'est la grande question. Donc, Savoir faire quelque chose. oui, apte. C'est-à-dire Parce que que l'école teste la mériter, mémoire. vous savez, le diplôme est une présomption Ouais. de connaissance. L'on suppose que de par le processus réglementaire normalisé, imposé par voie conventionnelle et par les lois, l'on suppose que la personne qui aura suivi cette approche-là est apte. C'est une présomption de connaissance. Mais c'est dans les faits qu'on le saura. Et ça, un système théorique ne peut pas le résoudre. C'est notre système. Nous devons changer de système. Récitation, TSQ, voilà, des leçons qu'on a prises, du copier-coller. On teste plus la mémoire que l'intelligence et on le sait tous depuis. Non, mais je vous dis, du- mais de toute façon, je vous ai dit que ça, c'est l'héritage colonial. Il nous a été dit à l'époque coloniale qu'il faudrait tout faire pour que notre petit noir n'aille pas loin dans la compréhension des sciences, des technologies, etc., mais qu'il soit simplement informé des normes littéraires, etc., etc., qu'il puisse réciter ce que nous, coloniales, on voudrait qu'il récite. C'est cela, vous Ou savez. chanter. Vous L'entrée en savez, sixième, c'est toujours comme ça. Hein. Oui. mais allez lire Pour une conquête morale de Georges Hardy. Est-ce que vous savez Oui. que tous les exercices qui ont été homologués, tous les chants, toutes les récitations, tous les extraits avaient été choisis de manière tellement sophistiquée pour que cela reflète la promotion de la France coloniale. Tout, rien n'a été pris au hasard. Mais qu'est-ce qui nous empêche de changer nos chants? Qu'est-ce qui nous empêche de changer nos méthodes d'apprentissage, de prendre les élèves et de les amener dans les champs pour qu'ils apprennent? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pourtant, les Américains le font. Nous recevons des stagiaires américains quand ils arrivent ici. C'est pour nous dire, prof, est-ce qu'on peut aller en campagne? Ouais. Mais nous, nos jeunes, qui ont été formés dans l'approche assimilationniste française, eh bien, ces jeunes-là, s'ils ne portent pas leur costume et leur cravate, ils ont raté leur vie. C'est triste. C'est très triste. Mais parlons maintenant des sciences et technologies. Il y a l'intelligence artificielle qui hante tout le monde. La France même a décidé d'introduire la science de l'intelligence artificielle dès la classe de 4e. Et nous, dans ce débat-là, sommes-nous toujours en retard? Nous avons toujours été suiveurs. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est mon combat. De pousser les masses à comprendre que nous ne devrions plus subir la technologie et le changement. Nous devrions être des acteurs du processus de développement technologique et de changement. Nous avons vécu cela avec la COVID-19. Nous avons été réactionnaires. Chaque fois qu'il y a été chose, on change de dispositif d'enseignement, etc., alors que c'est des choses qui existaient depuis très longtemps. Comme téléécole. Oui, nous avons créé en 2013. Ouais. Et c'est en 2018 que les gens se sont rendus compte que c'était possible. C'est vrai. Et tout le monde se lève pour faire de l'enseignement à la télé. Alors, comme si c'était nouveau. Donc, je pense que nous ne devrions pas rester dans cette logique de suiveur à l'époque coloniale. Nous sommes des êtres indépendants d'esprit. Nous devons avoir le courage de regarder le monde, d'ordonner l'expression de notre réel besoin de développement et à partir de ce moment, bâtir notre système éducatif. Donc le changement technologique, il est irréversible. Il faut qu'on arrête, je pense, c'est mon point de vue, il faut qu'on arrête d'être réactionnaire. Il faut qu'on arrête... C'est quoi être réactionnaire? Être réactionnaire, c'est de ne pas prendre des actes responsables, mais c'est de réagir après coup. Lorsqu'on parle de réseaux sociaux et que ça fasse boom pendant au moins une dizaine d'années quelque part et que le Sénégal réagisse, ou l'humain sénégalais réagisse par rapport à ce qui se fait ailleurs et non pas par rapport à ce dont il a réellement besoin. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'en fait, notre réseau social devient un espace de dérive. C'est vrai. Parce que nous avons réagi. Ce qu'il faut, c'est penser par nous-mêmes. C'est possible. Et agir par nous-mêmes. C'est possible. Et à partir de ce moment, nous développer par nous-mêmes. C'est possible. Et même protéger les enfants. Oui, mais... Parce qu'ils sont sous le diktat Oui. de ces réseaux sociaux-là. Et est-ce que TikTok, WhatsApp, etc. En Afrique. Oui. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes réactionnaires. Oui.
Et nous sommes en retard parce que simplement, ce que nous considérons comme luxe, eh bien, est banni ailleurs où les gens sont considérés comme étant développés. Ici, nos enfants peuvent passer toute la journée avec le téléphone portable. Ailleurs, c'est réglementé parce qu'ils savent ce que le téléphone peut avoir en méfait sur l'éducation et l'esprit de l'être humain et de l'enfant. Donc, c'est pourquoi je veux dire, la question du développement technologique pose l'autre grande question du changement. Le changement est une résultante d'une crise. Le monde est fait de cycles de crise. Crise économique, crise sociale, crise culturelle et aujourd'hui crise technologique. Et la crise pose l'antithèse de l'habitude. La crise pose la thèse du besoin d'ajustement et de mise à jour et de mise à niveau. Et donc, si l'on ne se prépare pas à ça, eh bien, on subit le changement. On subit la technologie. Et quand on subit la technologie, on n'exploite pas les bienfaits de la technologie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il faut faire très attention sur les concepts de projets technologiques dans nos établissements, que ce soit universitaires ou de recherche ou scolaires. Pourquoi? Parce que simplement, combien de fois avons-nous entendu parler de projets technologiques, d'intégration de systèmes technologiques dans des processus scolaires, alors qu'il ne s'agissait simplement que de fourniture de matériel technologique. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'à partir de ce moment, nous sommes en train de dévoyer l'objectif principal de l'école, qui n'a absolument rien à voir avec l'outil technologique, mais qui donne ordre à l'outil technologique. Il ne faudrait pas qu'on aille vers l'inverse. Et là, je félicite le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Je vois qu'ils sont très regardants sur l'intégration des technologies dans les systèmes pédagogiques scolaires. Et c'est ce qu'il faut, parce que sinon, eh bien, on risque de changer la donne, de faire en sorte que l'outil nous dicte la voie, alors que c'est à la voie de dicter à l'outil la voie. C'est important. Mais on dit souvent que l'enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, il sait ce qu'il voit. Vous parlez de l'élève dans votre ouvrage qui est le centre, qui est au centre, qui est le cœur. Mais pour que ce changement soit, il faut que également nos chers enseignants soient bien formés pour accompagner toutes ces révolutions. Mais on a le résultat de l'élève en appréciation directe avec le niveau de celui qui l'aura formé. C'est clair. C'est-à-dire simplement que si notre enseignant n'est pas digne de nom, je ne parle pas de son diplôme, je parle de son aptitude qui répond au droit de revendiquer le diplôme, la capacité de rendre ce que le diplôme t'a donné en acte tangible transmis à l'élève ou à l'étudiant. Si l'apprenant est entouré d'encadreurs qui ne sont pas à niveau, mais comment voudriez-vous qu'ils soient à niveau? Ce n'est pas possible. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au Sénégal, nous avons quand même un bon système de formation de nos enseignants. D'accord? Mais il faut... Avec certaines brèches. Il faut, je pense... Parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Même. Oui, je pense. Il y en a beaucoup. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on soit très rigoureux et très courageux pour porter des politiques de mise à niveau de nos enseignants sur ce que le monde est devenu. Parce que le système d'enseignement change. Nous ne pourrons plus former nos enfants, nos étudiants de la même manière que nos parents ont été formés. Ce n'est pas possible. Mais parce que nous sommes en train de vivre une démocratisation de l'accès à l'information éducative. Il y a quelques années, 10 ans derrière, pour apprendre, il faut avoir son livre, un répétiteur, pour pouvoir lire l'anglais. Maintenant, l'enfant peut rester chez lui avec son écouteur, sa tablette, apprendre à lire l'anglais. Quel sera alors le rôle du professeur d'anglais? Il ne va pas disparaître, mais il doit être mis à jour. De la même manière pour les sciences, pour les technologies. La formation technologique, aujourd'hui, on prend le métier dans lequel vous êtes, la transmission télévisuelle. Vous voyez, quand j'avais fait une étude en 2001 sur le changement technologique
et j'analysais le système de traitement comptable analytique de l'époque d'avant nos logiciels et de l'époque d'après nos logiciels. Et alors, pour traiter à l'époque des fiches analytiques de produits d'une chaîne de production, la station de comptable était composée de 35 comptables matières qui travaillent uniquement sur des tiroirs de fiches, etc. 35 comptables matières remplacés aujourd'hui par un utilisateur d'ordinateur avec un logiciel. Ce qu'on appelle la GPAO, la gestion de la production assistée par ordinateur. Le changement, c'est comme ça. Il va crescendo. Personne n'y pourra quelque chose. Donc, il faut anticiper. Merci beaucoup, Mr. Blue, pour cette anticipation. Merci beaucoup pour ce changement. Merci beaucoup pour l'enracinement. Merci beaucoup pour l'ouverture. Merci pour votre noble mission de partage du savoir pour le bien-être de l'humain et le développement. La tolérance questionnée, spiritualité, philosophie, science, auteur Hassan Boub ou Mr. Blue, préface professeur Souleymane Bachir Diagne, nouvel ouvrage de Hassan Boub. Je vous le conseille. Il y a beaucoup de débats, beaucoup d'interrogations avec toujours un style pédagogique. Il est un éducateur éduqué, nous sortir de l'ombre. Merci beaucoup à cette noblesse anodine. Ce que vous ne voyez pas, mais qui nous ont facilité à faire cette émission dans ce beau studio de Dakar Podcast, Belle 5, Podcast 5, thème École sénégalaise, faut-il enterrer Jules Ferry, notre invité l'a enterré, enterrons-le. Bonne suite des programmes sur Belle Podcast. Abonnez-vous, partagez, commentez. À bientôt.